Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Josian Alphonsine, secrétaire adjoint de l'Union départementale des associations familiales. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors ce samedi, l'UDAF organise sa première journée départementale des familles. Ça sera du côté de Mtsanga Beach. Vous nous en direz davantage sur le programme et sur le pourquoi de cet événement. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on va aller du côté de la Petite Terre, plus précisément du côté de l'abattoir, dans une école où un enseignant aujourd'hui a été un peu pris à partie. Vous nous direz pourquoi, quels sont les faits. On en parle plus amplement tout à l'heure, Pierre, avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 23 novembre. Les salariés de l'entreprise de restauration collective Panima disent stop. En effet, une intersyndicale constituée a débuté une grève illimitée ce matin. En cause, l'échec des négociations annuelles obligatoires. Les grévistes demandent la prime annuelle de mérite, la promotion interne face aux besoins de renouvellement d'effectifs et l'augmentation des salaires à hauteur de 250 €. Ils réclament également plus de considération et de respect de la part de leur direction. Du côté des écoles, le risque de ne plus se voir fourni en collation est à craindre. Reportage. Ce matin, le vice-rectorat de Mayotte et Météo France ont signé une convention de partenariat. L'objectif est la mise en place d'actions pédagogiques interdisciplinaires en faveur des élèves et destinées à préparer leur future insertion professionnelle. Des actions pédagogiques seront ainsi mises en place pour promouvoir la science et la technique, valoriser les métiers et les activités de la météorologie, développer les connaissances dans ce domaine et participer à la formation des personnels. Du 5 au 18 décembre prochain, le train des Outre-mer sillonnera le territoire métropolitain. 12 étapes d'arrêt dans les plus grandes villes de l'Hexagone, une exposition ouverte au public de 9h à 19h chaque jour. Ce train est l'opportunité pour Mayotte de redorer son blason. Le 11 décembre, la ville de Montpellier accueillera en outre une exposition consacrée exclusivement à l'île aux lagons. Plus d'informations à la fin de votre journal. La grève à Panima annoncée depuis la semaine dernière a finalement débuté ce matin. Une prime annuelle de mérite, la promotion interne face aux besoins de renouvellement d'effectifs ou encore une augmentation de salaire de 250 €. C'est ce que réclame l'intersyndicale constituée. Une situation qui inquiète particulièrement la direction au vu des désagréments qui en découleraient, notamment dans les écoles. Les salariés, eux, ne l'entendent pas de cette oreille et semblent plus que jamais déterminés à obtenir gain de cause. Un sujet signé Abbas Ali, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ce mouvement de grève semblait inévitable. En effet, suite à l'échec des négociations annuelles obligatoires, les syndicats de la société Panima ont déposé un préavis de grève avec une importante plateforme revendicative. Ils réclament notamment une prime annuelle de mérite, la promotion interne face aux besoins de renouvellement d'effectifs, mais aussi et surtout l'augmentation des salaires à hauteur de 250 €. Kesto ya tano yode kesto ya patana mshahara maana jamba wasi wantu rilo dagoni bani ça fait des années wasidera umba dagollo leo ri wono amba manufa singia maore ya wastu derlio harna i maore rifanya aux collations que ça soit toutes les 17 communes rena pia majoritaire à 90% Panima doit livrer leo ri joamba wa musaidizi wa serikali mbali na mbali riele watena mba wasi watu tider kuzao ritama hadisi kentila tabuni na wae rihadisi na wae asi laiki. Donc comme vous voyez là on est environ 90 personnes salariées qu'on se mise en grève pour une augmentation de salaire. Les syndicats justifient leurs prétentions salariales par la bonne santé financière de Panima, mais selon les dires de la direction, une augmentation de 250 € mettrait en péril l'existence de la société. Même si au-delà des revendications salariales, les grévistes réclament également plus de respect à leur égard. Il y a aussi les conditions de travail, il y a certaines qui font 16 heures plus et on ne voit pas exactement la rémunération de leur travail. Ça aussi on a négocié mais on n'a pas encore vraiment trouvé une attente. Il y a aussi le respect. Parce qu'on a
trop de pression aussi de la part de notre hiérarchie de temps en temps vis-à-vis de la façon de nous adresser qu'eux nous a adressé les salariés. De nombreux salariés se disent las du climat qui règne dans la société. Ils sont donc décidés à ce que les choses changent, que ce soit dans l'attitude de la direction, les salaires ou les conditions de travail. Rihadisina waezuzi kaskiri yaliva mavuna yaliyo na faida na wasi wakati kauri jamba wanyatu wala nyuma wala wao mwenze wajao bani waudwa paroli patu la dagoni bani waudwa ringa wali patu la dagoni bani be wasi rilio bani ritambi hao rikozao toujours de amatembe de parao alafu leo rimwambia direktori watu na musana madarauzae asirambi amba mlango ubuha kula mtu atsahao atoja ende kula mtu atsahao atoja baki yemorambia na proposition ilo amba za utezefsheri amba mtombani sandwich bole maori wasi deshtu ya ribingabani donc leo kiasibo babu rijua amba ritobaki bani neka meso banda meso mrondo be kula ka suku ka karira wasirabani jusqu'à chaud. La détermination est comme bien souvent au rendez-vous, et si le mouvement venait à durer, la distribution des collations dans les écoles pourrait rapidement poser problème. Alors direction maintenant la Petite Terre avec vous, Pierre, dans cette école où un enseignant justement a fait l'objet d'un dépôt de plainte. Oui, effectivement. Ce matin, nous étions en direct depuis l'abattoir devant cette école. J'étais sur place. C'était un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de colère, comme lors de ce reportage au niveau des salariés de Panima. Beaucoup de colère de la part des parents. C'était un peu le flou aussi parce que qu'est-ce qui s'est passé très exactement, Pierre? Oui, c'est vraiment ça. On ne comprenait pas vraiment bien après qui ils en avaient exactement. Alors, l'histoire remonte en début de semaine. Un enseignant pour remettre à sa place une élève lui a tiré l'oreille, une oreille, et elle s'en est plaint le soir à sa maman. Sa maman ensuite est venue le lendemain voir l'enseignant pour lui dire vous n'avez pas à faire ça à mon enfant. Elle en a parlé au papa, les parents sont séparés, elle en a parlé au papa et le papa est allé déposer plainte. Et ensuite, effectivement, ça a provoqué la colère au niveau des parents d'élèves parce que cet enseignant apparemment est un enseignant qui est assez apprécié, qui n'est pas du tout violent. Et alors là, il y a eu toutes sortes de rumeurs. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'agitation, toutes sortes de rumeurs, comme quoi hier... Effectivement, on a parlé de menottes, comme quoi hier, il aurait été menotté, emmené par les gendarmes à la brigade afin d'être entendu. Alors bon, voilà, il y a eu beaucoup de versions différentes. J'ai pu parler aux uns et aux autres. La version la plus crédible, c'est que effectivement, ça c'est revenu dans tous les discours. Il est actuellement en arrêt maladie, donc il a sûrement été affecté par ce dépôt de plainte, on comprend. Mais par contre, il n'a pas été convoqué, pas encore. Effectivement, il est sous le coup d'une convocation, puisqu'il y a eu un dépôt de plainte. Mais voilà, il n'y a pas du tout eu de menottes, il n'y a pas eu des gendarmes qui sont arrivés dans l'école. Quoi qu'il en soit, c'est très révélateur de quelque chose. Nous en parlions ce matin. Ils sont venus protester parce que c'est finalement toute la question et le débat sur l'éducation des enfants qui a été mis en avant et qui ressort de cette anecdote finalement. Enfin anecdote, en tout cas si ça ne va pas plus loin, parce qu'on imagine quand même qu'il ne va pas être sanctionné pour ça, même si au regard de la loi, c'est interdit. C'est interdit dans le domaine, dans le cercle familial, les sévices corporels ou en tout cas voilà, d'user de la violence physique pour corriger un enfant ou en tout cas pour voilà, l'éduquer. Donc effectivement, au regard de la loi, il est fautif et il peut être sous le coup d'une sanction pénale. Maintenant, on imagine les conséquences dans cette école, même dans les écoles de Mayotte. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de jurisprudence que les parents ont voulu tout de suite dénoncer en disant non, si c'est comme ça que ça se passe, ça va être comme ça partout. Et puis il y a cette question de l'enfant roi. On le sait, on connaît les problématiques de l'éducation à Mayotte. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, on se souvient de reportages, on avait eu de parents qui disaient on ne sait plus quoi faire de nos enfants. Lorsqu'on veut les corriger, lorsqu'on veut les éduquer, ils nous disent je vais aller voir le procureur. On parle des enfants du procureur. Il y a toute cette question de la justice et de l'éducation. Comment éduquer les enfants ? C'est une question qui est très compliquée parce que c'est difficile. Qui a du mal à s'installer. L'autorité, rappelez-vous
la semaine dernière, la MJC de Mangajou, Madame la maire Anchiabamana de Sada, expliquait que la veille, elle avait discuté avec les parents et elle s'était mis d'accord pour que les enfants n'interviennent pas et ne fassent pas blocage à l'ouverture de cette MJC. Et puis finalement, elle expliquait le lendemain, vous voyez, on a aussi une problématique avec l'autorité parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents. Pourtant, les parents leur ont dit non, mais vous arrêtez maintenant. Donc il y a toute cette problématique-là qui ressort, qui rejaillit et qui est vraiment très profond parce que c'est difficile, on le sait. Il y a une loi actuellement qui est en train d'être votée. Il n'est plus autorisé, on n'a plus le droit de gifler son enfant pour le corriger, pour l'éduquer. Donc, il y a toute cette question-là et c'est un vrai débat de société, un vrai débat très profond avec des avis. Alors là, on a des psychologues, on a énormément de personnes qui interviennent et qui donnent leur point de vue sur la question. Maintenant... Voilà, c'est un vrai débat, je pense qu'il est très important d'en parler et de faire sortir tout ça, que chacun s'exprime sur la question. En tout cas, ce matin, les parents ils se sont exprimés, ils ont dit c'est clair, on ne peut pas déposer plainte parce qu'on a tiré une oreille. Pour éduquer les enfants, parfois, il faut tirer les oreilles. En tout cas, c'était le point de vue des parents ce matin. On n'a pas eu le retour des parents, justement, de la fillette qui a suivi... Non, on n'a pas eu de retour, n'était pas présent d'ailleurs ce matin. En tout cas, la maman apparemment n'était absolument pas favorable au dépôt de plainte. C'est vraiment le papa qui a déposé plainte. La maman, elle n'y est un peu pour rien et elle était plutôt aussi un peu choquée par ce qui se passait. Mais voilà, c'est cette question-là, Amina, et je pense qu'on va y revenir parce que cette question de l'éducation, elle est très importante. Ça, nous avons une personne de l'association des familiales, l'union départementale des associations familiales, et c'est vrai que cette question de l'autorité parentale, mais aussi l'autorité à l'école, parce que c'est vrai qu'on se souvient, en tout cas beaucoup se souviennent de l'éducation il y a 40 ans, c'était très très différent, c'était beaucoup plus strict. Est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien, est-ce qu'il faut revenir en tout cas par rapport aussi aux réalités locales et des territoires, des différents territoires, est-ce qu'il faut revenir à des choses un peu plus strictes? En tout cas, c'est vrai que le sévice corporel, c'est quand même compliqué, mais en tout cas, voilà, plus d'autorité, donner peut-être plus d'autorité, en tout cas, c'est ce que beaucoup veulent. Un sujet qui relance ce débat. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et on continue avec le syndicat SMIPP qui en est à sa 3e semaine de grève. Plus d'une centaine d'enseignants suivraient toujours le mouvement, sans compter les dizaines d'écoles qui restent fermées. Ce sont ainsi des milliers d'élèves qui seraient privés de cours, sans que cela ne fasse réagir le gouvernement, qui pour l'heure reste sourd aux revendications des enseignants. Mais pas de quoi décourager les grévistes, toujours aussi déterminés à obtenir gain de cause, notamment en ce qui concerne l'ancienneté générale des services. À la veille d'une nouvelle journée de manifestation, écoutons le secrétaire départemental du syndicat qui était ce matin au micro de Patrick Millan. Là, il y a des droits que nous réclamons, ça ne tombe pas du ciel, on est obligé de faire cela. Et c'est parce qu'on avait fait cela que les collègues qui ont été intégrés dans les corps passerelles, ils vont bénéficier de leurs 75%. Il y a eu des agents de la SMAE qui ont été en grève pendant les vacances d'été. Et ils ont à un moment donné coupé leur lot. Ça a embêté tout le monde, mais effectivement, je pense qu'ils ont abouti quelque part. Aujourd'hui, je pense que ça sera toujours sur... c'est plus facile de taper sur les enseignants que sur le vice-rectorat ou le gouvernement qui peut-être ne comprend pas l'injustice que nous dénonçons. Mais tout le monde reconnaît que notre revendication est légitime. Je pense que le soutien du député Aboubacar a été très clair. Et je pense qu'on ne peut pas faire mieux que le député Aboubacar. Le gouvernement aujourd'hui est en plein, avec les députés, en pleine discussion budgétaire. Et les décisions, si les décisions ne tombent pas aujourd'hui, il n'y aura plus d'autres décisions. Il n'y aura même plus de négociations. Il n'y aura que des, comment on appelle ça, des parlotages et des promesses électorales. Donc nous voulons éviter les promesses électorales. Nous voulons des décisions du gouvernement aujourd'hui. Et à noter que ce matin, et suite à son intrusion dans une école pour distribuer des tracts, Rivo Malalara Kotonja Vélo a fait l'objet d'un dépôt de plainte, ce qui bien sûr a provoqué sa colère, car selon lui, cette école est dépourvue de panneaux d'affichage syndical, ce qui est légalement interdit. Et toujours dans le domaine de l'éducation, ce matin, une convention de partenariat a été actée entre le vice-rectorat et Météo France. Des actions pédagogiques sur des thèmes liés à la météorologie sont certes déjà en cours, mais aujourd'hui, les deux institutions souhaitent aller encore plus loin en formant notamment les enfants à la pédagogie du risque et aux dangers météo, de quoi développer leur curiosité scientifique et pourquoi pas susciter chez certains des vocations. Les explications dans ce sujet signées Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci.
Ce matin, le vice-rectorat et Météo France ont signé une convention de partenariat inédite. Objectif, mettre en place des actions pédagogiques interdisciplinaires dans les domaines de la mesure météorologique, de la météorologie générale et appliquée, de la climatologie et des changements climatiques. Pour ce faire, des enseignants vont être formés par les météorologues du département. Et pour le directeur interrégional de Météo France Océan Indien, il s'agit là ni plus ni moins que d'une mission de service public. Le but de cette signature, c'est de concrétiser un engagement pris par l'établissement public Météo France dans son décret de création en 1993, d'accompagner la pédagogie sur la formation à la météorologie en général, qui ne fait pas l'objet d'un programme particulier dans les enseignements, mais qui peut traverser un certain nombre de disciplines enseignées. Et l'idée, c'est que Météo France puisse concrètement dire en quoi elle appuie le travail des enseignants pour aider les élèves finalement à se former à la météorologie. Attiser la curiosité des élèves sur le climat, c'est également l'objectif recherché. Et étant donné les particularités et la situation géographique de l'île, les enfants vont avoir de quoi enrichir leur culture scientifique et développer leur curiosité dans une matière que beaucoup d'élèves redoutent. Je pense que les élèves seraient très intéressés par la science si on démultipliait le nombre de moments où on les confrontait à la science. J'en veux pour preuve la semaine de la science, qui est une semaine où on a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui sont concernés, où un nombre de partenaires importants nous rejoint pour justement montrer ce qu'est la démarche scientifique, ce que sont tous ces phénomènes scientifiques qui permettent aux enfants, comme ils l'ont fait en début d'année, de vivre des moments de curiosité assez fantastiques. La curiosité des enfants n'est plus à prouver et Mayotte ne déroge pas à cette règle. Preuve s'il en est l'éclipse du 1er septembre dernier qui, au travers des nombreuses activités mises en place par le vice-rectorat, aura fasciné les enfants. Alors c'est très important pour Mayotte, mais je crois que la meilleure illustration, c'est l'éclipse du 1er septembre qui nous a vraiment montré comment les enfants étaient, comme tous les enfants d'ailleurs, très curieux de tous ces événements, de tous ces phénomènes. Des phénomènes naturels qui vont ainsi être étudiés à travers diverses initiatives entre découvertes scientifiques, professionnelles et pédagogiques. Et on reste dans le domaine de l'éducation, de manière très large avec le secrétaire adjoint de l'Union départementale des associations familiales, Josian Alphonsine. On le disait tout à l'heure, vous êtes en préparation d'un grand événement, la première édition de la journée départementale des familles qui aura lieu ce samedi. Alors qu'en est-il exactement de cette journée? Pourquoi avoir mis en place un tel événement? Alors c'est la première édition de la journée départementale des familles. C'est un grand événement pour l'UDAF. Parce que l'UDAF, comme son nom l'indique, c'est l'union d'un ensemble d'associations familiales qui travaillaient de manière éparse au départ et qui se sont rassemblées autour d'un projet. Et l'objectif, c'est de défendre, n'oublions pas, l'une des missions principales, c'est de défendre et représenter l'ensemble des familles de Mayotte. Et donc, la première édition nécessite évidemment une grande préparation, et donc avec beaucoup plus de rigueur, de la part de l'équipe encadrante, mais aussi de la part des associations qui ont été appelées et qui sont affiliées à l'UDAF, qui étaient au départ au nombre de 11. Maintenant, nous sommes au nombre de 16. Et beaucoup de choses ont été mises en place afin de faciliter la venue, l'affiliation encore et l'adhésion d'autres associations familiales qui œuvrent en faveur des familles, depuis la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, en passant par les personnes handicapées, etc. etc. Alors d'autres personnes vont participer à cette journée, ils viennent de l'extérieur. Exact, nous aurons des invités, nous aurons par exemple le directeur adjoint de l'UDAF du département 93, qui sera là pour quelques jours et on aura l'honneur de l'avoir avec nous. Il pourra apporter ses lumières sur la fonctionnalité de certains services de l'UDAF, en particulier le service tutelle. Ensuite, nous aurons aussi M. Mathurin, qui lui est le président de l'UDAF de Guadeloupe, qui a participé aux activités et aux réflexions qui ont été menées par l'UDAF de Mayotte lorsqu'elle a été créée, qui était à Paris. Donc nous aurons, pendant ces jours où ils seront là, un programme bien ficelé où ils pourront visiter les bahachichis de Mayotte. Ils pourront visiter et voir aussi les difficultés et pourquoi pas visiter quelques associations et voir comment elles fonctionnent. Et voir l'intérêt que cela porte pour nos familles quand même. Alors justement, l'UDAF est très importante, ici à mettre en connaissant le contexte. Alors quels seront les axes principaux de cette journée? Alors cette journée, comme son nom l'indique, c'est une journée où les familles pourront côtoyer
les associations qui travaillent au sein de l'UDAF. Je vous donnerai un exemple tout simple. Imaginez que j'ai un enfant handicapé. Tout seul, je ne saurais pas exactement vers qui me tourner. Je me tournerai peut-être vers la caisse ou j'irai chercher vers l'hôpital ou je ne sais pas. Mais là, je vais trouver là un pool d'informations où on pourra me rediriger vers la bonne association qui saura prendre en charge, ou m'épauler en tout cas, et défendre les intérêts de ma famille, donc mon enfant. Donc l'objectif, il est celui-ci le premier. Le deuxième objectif, c'est quand même une journée récréative. Il y aura des associations, il y aura des animations, il y aura les enfants, puisque nous viendrons par association. Nous avons quand même la possibilité d'emmener jusqu'à 20 familles, où la restauration sera déjà prête, où on aura le transport, etc. Donc on fait vraiment des pieds et des mains pour faire de cette journée une journée mémorable. Première édition égale beaucoup d'efforts, normal. Alors, l'UDAF a été créé en 2014, le bilan jusqu'à aujourd'hui? Alors, 3 services principaux ont été mis en place de grande envergure, des services très importants, puisque, vous savez, l'UDAF a pour intérêt premier de représenter les familles. Et donc, qui dit famille, dit mener des actions. Alors, les premières actions qu'on a menées, c'était en faveur des familles défavorisées. Service des séjours familiaux, les assistants familiaux, on en a créé quelques-unes. La deuxième action qu'on peut nommer, c'est les actions en faveur des personnes vulnérables, parce que, comme vous le savez, cela concerne nos enfants, les majeurs protégés, etc., le service de tutelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui ont nécessité l'aide des partenaires sociaux, départementaux, etc. Et la plus importante pour nous, c'est de garder et améliorer le lien famille-enfant. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, l'espace rencontre enfants-parents, la médiation familiale, c'est quelque chose qui est vraiment notre fer de lance, on va dire comme ça. Voilà. Alors, la journée se tiendra à Mtsanga Beach. Au programme? Alors, au programme, on va accueillir dès le départ, on accueillera le public, bien évidemment, pour les mettre à l'aise, leur indiquer où se trouvent les principaux stands des associations, parce que chaque association aura la possibilité de mettre un stand, parler de ses activités, amener ses dépliants, expliquer au public comment ils peuvent trouver de l'aide avec les contacts, etc. Après, il y aura nos officiels quand même, nous en avons besoin, les partenaires, les officiels, la maire de Sada, par exemple, qui sera là pour lancer la journée. Ensuite, il y aura quand même la présentation de quelques associations, nos invités qui seront là, et nous prendrons le repas à midi, évidemment, un moment important. Et puis, l'après-midi sera consacré exclusivement aux activités récréatives et aux activités d'amusement. Voilà. Alors donc, c'est une journée qui sera consacrée à la famille du côté de Mtsanga Beach ce samedi de 8h à 16h. Et nous invitons encore une fois, puisqu'il faut toujours battre le rappel, il ne faut jamais se lasser de lancer les invitations. Nous invitons les familles, même s'il y avait une ou deux familles qui n'étaient pas prévues de venir, qui n'avaient pas, et qui entendent, qui désireraient venir. Vous savez, une famille n'a pas. Voilà, une famille n'a pas. Alors on peut garder un numéro de téléphone. Je donnerai le mien, puisque c'est celui que j'ai sur la langue. 06 39 03 03 30. Voilà pour le numéro. Et puis je vous redirigerai vers le groupe qui travaille sur l'événement. Voilà. Merci beaucoup Josian. Alphonsine, je rappelle que vous êtes le secrétaire adjoint de l'Union départementale des associations familiales de Mayotte. Mais c'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Et qu'en est-il à présent du reste de l'actualité de ce mercredi 23 novembre? Je vous en propose un petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. Entre 2012 et 2016, l'Union nationale du sport scolaire à Mayotte est passée de 3 000 à 10 000 élèves licenciés. Et pour cause, pour une somme comprise entre 5 et 10 euros, des milliers d'enfants peuvent pratiquer l'activité sportive de leur choix. Facteur de lien social, l'UNSS est devenu indispensable dans le contexte particulier du 101e département. Seulement le sport scolaire fait aujourd'hui face à 2 obstacles majeurs qui risquent de mettre en péril la poursuite des activités. En effet, les subventions allouées par le conseil départemental sont en chute libre. Les finances du département vont mal et le sport scolaire en pâtit fatalement. Autre problème étroitement lié, le transport. La société Matisse qui achemine les enfants dans les différents lieux de rassemblement attend toujours l'accord du conseil départemental pour la prise en charge du financement. En clair, à l'heure où nous parlons et pour des raisons financières, l'UNSS risque fort de stopper ses activités en janvier prochain. Par le biais d'une intersyndicale rassemblant le MODEF, la Confédération paysanne et CR agriculteurs responsables, les agriculteurs du département viennent de saisir le préfet Frédéric Vaux. Ils écrivent ainsi, je cite, « Nos revendications sont le versement des aides PAC 2015-2016 maintenant, prioriser la production des paysans mahorais pour le développement de l'agriculture de l'île
bénéficier réellement des retombées de l'aide RSA sur le prix de l'aliment du bétail ou encore garantir le marché de la production d'œufs à hauteur de 70% par les producteurs mahorais. Ils réclament également la démission du directeur de la DAF et de son chef de service de l'économie, le préfinancement par l'État des subventions d'investissement FEDER ou encore l'indemnisation des dégâts liés au maquis et roussettes, sans quoi une grève illimitée débutera lundi 28 novembre, avec au programme des actions de grande envergure. C'était annoncé depuis plusieurs jours et c'est désormais officiel. Le préfet Frédéric Vaux vient de prendre un arrêté limitant les usages de l'eau. Depuis hier, mardi 22 novembre, et face au retard de la saison des pluies, les mesures portent sur l'interdiction de lavage 24 heures sur 24 hors des stations professionnelles, l'interdiction d'arrosage 24 heures sur 24, l'interdiction de remplissage et de maintien à niveau des piscines privées hors établissements touristiques, ou encore l'interdiction de tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel sans autorisation. En cas de non-respect de ces mesures provisoires, tout contrevenant s'expose à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La préfecture rappelle donc à chacun la nécessité de consommer l'eau de manière raisonnée, afin de la préserver au maximum. Et enfin, depuis le lancement des trains Exposition 73 par la SNCF, les Outre-mer seront pour la première fois mis à l'honneur avec le train des Outre-mer du 6 au 18 décembre prochain. En effet, dans le cadre de la promotion des Outre-mer français, le ministère des Outre-mer, l'Association des maires de France et SNCF Train Expo mettent en place un train composé de plusieurs voitures avec un espace dédié aux 12 territoires. 12 villes et 10 régions de l'Hexagone seront ainsi couvertes par la locomotive. Mayotte, en tant que 101e département français et 9e RUP, participe bien évidemment à l'événement. Et à ce titre, ce matin, une conférence de presse a été organisée à ce sujet. Plus d'informations dans ce reportage signé Adèle Laurent. Ne vous y trompez pas, ce train ne survolera pas les mers pour passer dans chaque dôme, mais il parcourra les chemins de fer de l'Hexagone. En effet, du 5 au 18 décembre prochain, le train des Outre-mer quittera la gare de Bruxelles pour un tour de France métropolitaine avec 12 étapes d'arrêt dans les plus grandes villes de l'Hexagone. De 9h à 19h chaque jour, tout un chacun aura l'occasion de visiter ce train et d'ainsi partir à la découverte de l'histoire commune des Outre-mer, mais aussi des spécificités de chaque territoire. On ne peut pas ne pas être présent parce que Mayotte département, mais aussi RUP, on doit être présent à chaque fois que le besoin se fait sentir. Donc pour nous, c'est une opportunité d'être aussi parmi les invités dans cet événement, tout simplement pour montrer nos richesses et aussi nos cultures. Et dans la voiture dédiée à l'océan Indien, 12 mètres carrés représentant un quart du wagon seront utilisés pour mettre en valeur Mayotte. Coût de l'opération 90 000 €, dont 38 000 € pour la location de cet espace et le reste pour l'organisation et la communication. Histoire, culture, tradition, gastronomie, nature, lagon, l'exposition présentera de nombreuses facettes de Mayotte en faisant intervenir tous les sens. Naturellement, nous avons mis en valeur l'île au parfum, nos sens. Donc, on a parlé de Languilang, mais aussi on n'a pas oublié tout le côté patrimoine, parce que Mayotte, de ces territoires d'outre-mer, Mayotte bénéficie d'un brassage humain important et nous voulons mettre tout ça en valeur. Film 3D, mannequins habillés d'habits traditionnels, Fleur d'Ilang-Ilang présente dans le train, tout a été mis en œuvre pour capter le public. Et pour l'occasion, une hôtesse du comité du tourisme sera présente en permanence dans le train. Des conférences à bord sont également prévues et dans le cadre de cette exposition sur rail, chaque territoire d'outre-mer a choisi une ville pour se mettre en valeur. Mayotte a fait le choix d'inaugurer son exposition à Montpellier, ville au tissu associatif mahorais dynamique, le 11 décembre. Des panneaux seront installés dans l'enceinte même de la gare et une journée autour de la thématique du mariage traditionnel mahorais sera organisée.
Atelier de Cinzano, danse traditionnelle, gastronomie, conférences sur l'évolution du département, les animations permettant aux visiteurs de s'immerger dans la culture de l'île aux lagons seront diverses et variées. Et au-delà de la transmission culturelle, l'importance de cet événement se situe aussi dans les retombées touristiques qu'il peut apporter. Nous souhaitons, à travers cette présence au train de l'outre-mer, faire d'une paire de coups, c'est-à-dire être présent, mais aussi donner l'envie aux gens de venir chez nous, d'autant plus que nous avons la ligne directe. Nous espérons que ça facilitera le transfert, enfin le voyage de Paris vers ici, parce que aller à La Réunion puis venir sur Mayotte, ça a dissuadé énormément les voyageurs. Maintenant, nous avons notre ligne directe, 9 heures de vol. Nous invitons tout le monde à venir et découvrir. J'espère tout simplement que les prix des billets d'avion vont diminuer pour que un grand maximum de gens puissent venir visiter Mayotte et sortir de cette image de violence qui est loin d'être Mayotte. Vous le savez bien. Cette exposition itinérante est donc importante pour l'image de Mayotte et son tourisme, mais ce train est également le symbole de l'ancrage des territoires d'outre-mer, dont l'île aux lagons, dans la République. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Excellente soirée à vous sur KTV et rendez-vous demain soir.